Tout a commencé avec le fait que le personnage principal, lorsqu'il est revenu à la raison, s'est retrouvé dans un roman sur un monde inhabituel, le taoïste et la bête, dans le corps d'un tigre. Quelque temps plus tard, deux hommes ont trouvé un chien qui avait été tué par quelqu'un. L'un des hommes a remarqué que quelqu'un avait tué le chien sans un seul aboiement et s'était éloigné de là sans laisser de traces, sans même être pris au piège. Et puis le même homme a remarqué que ce n'était clairement pas un animal ordinaire. Soudain, deux autres hommes se sont précipités vers ces deux hommes et ont dit que le nœud coulant et le piège étaient également en place. Les hommes ont déclaré que les pièges avaient certainement été posés correctement, ce qui signifiait que l'animal avait dû être blessé, mais il n'y avait aucune trace. Se tournant vers leur patron, le tout premier homme dit que c'était la première fois qu'il rencontrait une telle chose et qu'il ferait de mieux de partir d'ici rapidement. Puis leur patron a crié à tout le monde de se taire car ils l'empêchèrent de réfléchir. L'homme commença à penser que si son instinct ne le trompait pas, alors ils étaient piégés et s'ils bougeaient maintenant, cette bête pourrait les attaquer, mais ils ne pouvaient pas non plus rester inactifs. Après avoir réfléchi un moment, l'homme dit qu'il partirait d'ici et ordonna aux autres de laisser les pièges, qu'ils ramasseraient demain et aussi de rester ensemble jusqu'à ce qu'il atteigne la vallée. Le patron voulait ajouter que les gars ne devaient pas agir de manière imprudente, mais avant qu'il puisse finir de parler, un homme est soudainement tombé au sol. L'énorme patte rouge de quelqu'un a cloué l'homme au sol et les griffes ont laissé de profondes blessures sur sa poitrine. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un énorme tigre qui, un peu plus tard, a jeté l'homme sur le côté avec une grande force. Les hommes ne s'attendaient pas du tout à l'apparition de cette bête. Leur chef ne pouvait pas charger son arbalète car ses mains tremblaient beaucoup de peur. Soudain, la gueule grande ouverte, le tigre se précipita droit sur l'homme. Et puis la bête commença à agiter ses pattes avec des griffes acérées. L'homme aux bras coupés, mais toujours en vie, a déclaré qu'ils avaient dérangé quelqu'un qui n'aurait pas dû être touché. Mais le tigre n'allait laisser personne en vie et attaqua le dernier survivant. Le lendemain, dans un village, quelqu'un a demandé ce qu'il disait, qu'aujourd'hui était ce jour. Un homme et une femme étaient assis à table et mangeaient leur dîner. L'un d'eux demanda à nouveau, l'autre répondit qu'aujourd'hui était le jour de l'offrande pour le propriétaire de la montagne. L'homme, prenant une bouchée de nourriture, répondit que c'était ainsi et que ce serait le cas ce soir. La femme demanda qui ce serait cette fois-ci, ce à quoi l'homme demanda si elle connaissait le noble local, puis dit que ce serait l'un de ses esclaves. Et puis il ajouta que cette esclave était encore petite, mais ses cheveux étaient blancs et ses yeux étaient bleus, comme un fantôme. La nuit tombait, le noble se tenait dans la rue, attendant quelque chose, quand soudain quelqu'un l'appela. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une vieille femme, et à côté d'elle se tenait une petite fille couverte de vêtements. Le monsieur répondit à la vieille femme qu'elle était bien sage d'avoir amené la jeune fille et qu'elle pouvait maintenant partir, puis il ajouta, se tournant déjà vers la jeune fille, qu'elle devait le suivre. Sans quitter sa place, la jeune fille ajusta son vêtement d'un geste pudique. Alors l'homme lui a crié dessus et lui a dit qu'il lui avait dit de le suivre, et c'est seulement à ce moment-là que la fille a repris ses esprits. Le noble conduisit la jeune fille jusqu'au palanquin où plusieurs hommes se tenaient déjà debout, saluant le noble. Lorsque la jeune fille s'assit dans le palanquin, les hommes le soulevèrent et le transportèrent quelque part, et le noble resta debout et regarda, les voyant partir. Pendant ce temps, les mains de la fille tremblaient très fort. Les hommes transportèrent ce palanquin de plus en plus loin dans les montagnes. Après l'avoir laissé un moment, je me suis rendu compte qu'il revenait immédiatement, comme s'il avait peur de quelque chose. Pendant un moment, rien ne se passa, le palanquin resta simplement sur le sol. Alors la fille a décidé de s'en sortir. Lorsqu'elle en est sortie, la fille a immédiatement couru dans une direction. Lorsqu'elle atteignit la grotte, la fille s'arrêta et s'exclama à propos de la taille de la grotte. Mais alors, se souvenant de quelque chose, elle se tut immédiatement et se couvrit la bouche avec sa main. La jeune fille pensa qu'elle rencontrerait bientôt le maître de la montagne, ce qui signifiait qu'elle devait se comporter avec dignité pour qu'il ne se mette pas en colère. Elle pensait qu'elle était celle qui deviendrait l'épouse du maître de la montagne. En s'enfonçant plus profondément dans la grotte, la fille tremblait de peur et pensait à quel point il faisait sombre ici. Soudain, quelqu'un lui a demandé qui elle était et la fille s'est figée, les larmes aux yeux. En essayant d'aller plus loin, les jambes de la fille cédèrent et elle tomba au sol et son manteau s'envola. Soudain, quelqu'un a demandé à la fille encore plus fort qui elle était, tandis que la fille tremblait de peur.
La fille bégayait et voulait répondre, mais elle ne pouvait pas le dire correctement. Mais après un petit moment et rassemblant son courage, elle répondit clairement qu'elle était celle qui désormais l'honorerait comme son mari et dit que son nom était Chelsea. Cette fois, le tigre ne répondit pas. La fille rougit un peu et se couvrit la bouche avec sa main, pensant qu'elle en avait probablement trop dit. Soudain, un énorme tigre émergea des profondeurs de la grotte. La jeune fille se leva brusquement et cria qu'on lui avait dit que la première fois faisait toujours mal, mais on lui avait dit de l'endurer si elle voulait devenir une mariée. Et puis, posant sa main sur sa poitrine, elle dit qu'elle lui appartenait entièrement, à lui, son mari. Puis le tigre a crié à Chelsea de sortir de là et le cri a fait flotter les cheveux et la robe de la fille. Le tigre a dit qu'il n'était pas intéressé par toutes les bêtises que la fille venait de dire, ce qui a fait que la fille s'est figée avec une expression vide sur son visage. Et soudain, elle fondit en larmes. La bête demanda à haute voix pourquoi elle s'était soudainement mise à pleurer, mais la fille était trop occupée à sangloter pour répondre. Le tigre a essayé à nouveau de dire à la fille de sortir, mais elle fondit aussitôt en larmes encore plus qu'avant. Cela fit tomber la bête au sol, se couvrant la tête avec sa patte et pensant à quel point il détestait pleurer. Puis, plus calmement, le tigre essaya à nouveau de demander ce qui s'était passé et pourquoi elle pleurait, mais la fille continua à sangloter bruyamment et ne répondit pas. Soudain, s'étant un peu calmée, elle répondit par intermittence qu'elle était sa fiancée et qu'il la mettait dehors. Essuyant les larmes de la fille avec sa griffe, le tigre soupira et répondit que comme il faisait sombre dehors, il lui permettrait de passer la nuit ici. Puis la fille fondit à nouveau en larmes et se mit à crier, ce qui choqua la bête. Se blottissant contre la patte du tigre, Chelsea leva les yeux vers la bête avec un sourire sur son visage, laissant de la morve sur sa fourrure. Le lendemain matin, la fille était allongée sur la fourrure du tigre et ronflait doucement. La bête, quant à elle, ne dormait plus et pensait autant que cette fille avait passé à dormir. Et puis, se souvenant de l'apparence de cette fille, cheveux blancs, yeux bleus, il remarqua qu'il y avait très peu de personnes au monde avec une telle apparence et remarqua qu'elle avait une leucémie. Le tigre pensait que la fille était maudite par des créatures inconnues et qu'elle avait également le pouvoir de l'une d'entre elles, et maintenant ce petit enfant deviendrait une créature terrible sur laquelle tout le monde tremblerait de peur. Et puis il a pensé au fait que le sang de ces gens à sang blanc est un élixir qui n'a pas d'égal. Et il ajouta que maintenant tout le monde viendrait la chercher et qu'elle était plus dangereuse qu'il ne le pensait, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Soudain, la fille s'est réveillée. Encore à moitié endormie, elle caressa le tigre et lui demanda s'il était réveillé. Soudain, rougissant un peu et devenant plus animée, Chelsea dit qu'ils avaient passé la nuit ensemble, ce qui signifiait qu'elle était désormais officiellement sa fiancée. Soudain, le tigre se leva brusquement, faisant tomber la fille au sol et lui dit que puisque le soleil s'était déjà levé, elle devait retourner chez elle. La jeune fille répondit qu'elle ne pouvait pas, car on lui avait dit que si elle ne devenait pas son épouse, elle serait punie. Le tigre, surpris, demanda à la jeune fille qui allait la punir et qui osait le faire, ce à quoi la jeune fille répondit que c'était le noble et son fils. La bête, entendant cela, pensa que ces bandits étaient envoyés par les mêmes personnes, et il s'avère que cette petite fille est leur sacrifice pour lui. Chelsea a supplié le tigre de ne pas la quitter et a dit qu'elle était très douée pour laver et manger absolument tout et qu'elle était généralement bonne en tout et qu'il ne devait donc pas la quitter. La bête pensait que s'il renvoyait la fille au village, elle serait immédiatement jetée dehors et mourrait. Ne voulant pas arriver à cette conclusion, le tigre réfléchit à ce qu'il devait faire. Ayant eu une idée, il pensa à l'envoyer dans un autre village, et s'il lui donnait également des herbes utiles, alors peut-être qu'elle survivrait. Tiger a conduit Chelsea à la sortie de la grotte, tenant quelques objets entre ses dents. Ouvrant la bouche, il jeta quelques racines et un morceau de tissu sur le sol. Après avoir regardé ces choses, la fille a immédiatement demandé ce que c'était. La bête répondit qu'il lui donne du ginseng et elle le prend et s'en va sans retourner chez elle dans un autre village. La jeune fille tente de s'y opposer en disant qu'elle est sa fiancée. Effrayé, le tigre dit à la fille d'arrêter de parler comme ça car comment peut-il être son mari, puis ajoute qu'elle ne doit rien dire d'inutile et faire ce qu'il lui dit. Et puis il ramasse du ginseng et une couverture avec sa queue et dit que si elle vend cette racine, elle pourra acheter une petite maison et même en avoir un peu en trop. Le tigre donne ensuite ces choses entre les mains de Chelsea à laquelle elle répond qu'elle n'a besoin de rien et que lui seul suffit.
Mais ensuite, la bête se retourne de manière menaçante et dit à la fille d'arrêter de le mettre en colère. Et puis il entre dans la grotte pensant qu'il est celui qui est le maître de la montagne et donc condamné à être seul pour toujours. Mais alors la fille appelle la bête à laquelle il lui dit de sortir d'ici. Mais Chelsea dit qu'elle ne peut pas descendre et ne sait pas où se trouve l'autre village. La bête soupire, pensant qu'elle peut aider car elle n'est fondamentalement pas occupée. Et puis il appuie sa tête contre le sol et dit à la fille de s'asseoir sur lui. Chelsea attache résolument la couverture contenant le ginseng autour de sa poitrine. Et puis elle commence à grimper sur le visage du tigre, ce qui le rend un peu perplexe et lui demande si elle peut le faire plus facilement, mais lui-même pense qu'elle aurait pu grimper par le côté. Après être montée sur la tête du tigre, la fille tourne la tête et soudain ses yeux s'écarquillent. Il s'est avéré qu'elle a vu d'en haut des montagnes et des forêts incroyablement belles. En tapotant la tête du tigre, Chelsea dit qu'elle est probablement la première personne à s'asseoir sur le cou d'un tigre féroce comme celui-ci, ce qui le met en colère. Et puis elle ferme joyeusement les yeux, pointe son doigt vers l'avant et crie à la bête de courir aussi vite que possible, l'appelant son mari. Et puis le tigre s'est éloigné et a sauté en avant, disant à la fille d'arrêter de l'appeler Marie. Étant descendu un peu plus bas, le tigre dit qu'il y avait déjà un village là-bas. Pendant ce temps, Chelsea tirait les oreilles du tigre et il lui a demandé d'arrêter de le faire parce que cela lui faisait mal. La fille lâcha immédiatement ses oreilles et s'excusa. Et puis elle serra soudainement la bête par le cou. En réponse, le tigre lui dit de ne pas s'accrocher à lui et de descendre plus vite. En réponse, la fille a immédiatement accepté, a lâché le tigre et a glissé le long de sa patte. Alors qu'il retournait dans la grotte, le tigre dit à haute voix que même s'il était un peu intéressé, elle était déjà devenue ennuyeuse pour lui et qu'il ne devrait donc plus jamais se revoir. Chelsea attrapa alors rapidement la queue de la bête et lui demanda où il allait. En réponse, le tigre demanda à la fille si elle ne savait pas quel péché c'était que de tenir les animaux par la queue. La fille répondit qu'elle le savait, mais qu'il quittait sa fiancée, ce à quoi la bête répondit qu'elle n'était pas du tout sa fiancée. Continuant à tirer la queue du tigre, Chelsea lui rappela qu'ils avaient passé la nuit ensemble et qu'elle était donc sa fiancée. En réponse, le tigre dit que la fille était complètement folle et demanda comment un tigre et un humain pouvaient se marier et si elle comprenait ce que signifiait passer la nuit, car elle babillait toutes sortes de choses. La fille a crié que malgré tout, elle l'avait épousé, donc il devait être responsable d'elle. Se demandant d'où la petite fille tirait une telle force, le tigre dit qu'il lui avait même donné du ginseng qu'elle pouvait vendre et vivre sans se priver de rien. Chelsea jeta brusquement le sac de ginseng par terre et cria qu'elle ne le voulait pas ainsi et que si le tigre n'était pas là, elle n'avait pas besoin de cette herbe inutile. La bête se demanda si la fille pouvait imaginer à quel point cette herbe inutile était chère, puis il pensa que cela ne finirait pas comme ça, ce qui signifiait que même s'il ne voulait pas le faire, il devrait le faire. Craignant que sa queue ne tombe, le tigre suggéra à la jeune fille d'aller au village vendre ce ginseng, puis de revenir, payant ainsi la dot. L'esprit de la jeune fille s'empara du mot dot, ses yeux brillèrent et elle-même rougit. Ramassant joyeusement un ginseng enveloppé dans un tissu sur le sol, elle dit à la bête de ne pas aller nulle part, car elle reviendrait rapidement. Le tigre était d'accord et commença à avertir la fille. Il lui dit de ne pas trop se presser, mais la fille courut le long de la route aussi vite qu'elle le pouvait. Il a ensuite ajouté qu'elle devait faire attention et Chelsea est immédiatement tombée au sol. Mais une seconde plus tard, elle se leva et continua son chemin, disparaissant au loin. Près d'une des maisons du village, près d'un feu sur lequel se trouvait une bouilloire, un vieil homme était assis et attissait le feu à l'aide d'un éventail. Chelsea s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle était venue lui vendre quelque chose. Lorsque le vieil homme regarda la fille, il capta immédiatement le regard des yeux bleus. Et puis le vieil homme s'éloigna de la fille en criant, mais à mesure qu'il s'éloignait, son cri devint plus faible. L'homme se dit qu'il pensait que c'était un fantôme, puis, s'éclaircissant la gorge, demanda ce que la fille lui avait apporté. La jeune fille sortit le ginseng du tissu et le donna au vieil homme qui commença à le regarder attentivement. Réalisant que c'était du ginseng, le vieil homme demanda à haute voix à Chelsea où elle l'avait trouvé, ce à quoi la fille répondit que son mari le lui avait donné, et l'homme demanda à nouveau et la fille répondit qu'elle devait le vendre pour payer sa dot.
Soudain, quelque chose s'éveilla chez le vieil homme et il pensa que ses racines semblaient avoir environ 300 ans, et cet enfant ne connaissait clairement pas leur valeur et avait l'air très stupide, ce qui signifiait qu'il pouvait facilement la tromper et obtenir cette racine pour quelques pièces. Mais soudain, il reprit ses esprits et soupira, pensant à quel point il était ignoble d'avoir pensé à tromper un enfant. Et puis le vieil homme a dit qu'il ne pouvait pas acheter un produit aussi cher et lui a conseillé d'aller chez un homme riche local et a dit qu'elle devrait certainement dire qu'il avait transmis que c'était du vrai ginseng. En réponse, Chelsea s'est inclinée profondément devant le vieil homme, le remerciant. Pendant ce temps, alors qu'il mangeait de la viande dans sa grotte, le tigre pensait à voix haute que rien ne pouvait se comparer à l'émotion de déchirer de la viande d'un os seul. La bête dit que le monde est toujours comme ça, à savoir que la faute incombe à celui qui a été trompé, parce qu'on ne peut pas être stupide, parce que c'est déjà impardonnable pour ce monde, et en général, si vous y réfléchissez, alors c'est lui qui a souffert, parce qu'il vivait bien, et puis un enfant est venu et a failli lui enlever sa vie paisible. Mais ensuite, il s'est demandé que se passerait-il si la fille venait soudainement ici avec une dot, et peut-être emménageait-elle. Mais une seconde plus tard, il repoussa cette pensée et dit qu'il était le maître de la montagne, et donc comment pouvait-il simplement déménager à cause d'une fille? Soudain, une voix féminine lui demanda s'il était inquiet, ce à quoi la bête répondit à nouveau qu'il s'inquiétait pour une fille. Mais la voix répondit alors que rien n'avait été dit à propos de la fille. Puis, se sentant un peu gêné, le tigre répondit qu'il s'inquiétait pour son ginseng. En réponse, la voix a dit qu'il était compréhensible qu'il s'inquiète pour lui car ces gens dégoûtants auraient certainement recours à des moyens sales pour obtenir du ginseng. La voix continua et dit que peut-être cette fille serait battue et emmenée, ou peut-être, pour qu'elle ne répande pas de rumeurs, je la tuerais complètement. Ces mots rendirent le tigre un peu nerveux. Pendant ce temps, dans le village, un noble était assis et mangeait de la viande et du riz tandis que quelqu'un l'appelait activement. L'homme a claqué la table et a crié qu'il les avait avertis de ne pas le déranger pendant qu'il mangeait, puis a ajouté qu'il lui avait fait perdre l'appétit, puis a demandé ce qui s'était passé là. Le serviteur répondit que l'oncle médecin avait envoyé quelqu'un pour vendre du ginseng. Le noble sortit pour regarder ce ginseng et quand il le vit, il pensa que c'était la première fois qu'il voyait une racine d'une telle taille et se demanda comment une chose aussi précieuse avait fini entre les mains d'un enfant. Mais il remarqua alors que la fille avait les cheveux blancs et les yeux bleus et des soupçons lui vinrent à l'esprit. Puis, lui saisissant le menton, l'homme lui demanda si elle était esclave d'une maison en nommant le nom du maître qui avait servi la jeune fille dans le village précédent. Chelsea a demandé comment l'homme le savait. Puis, pointant du doigt la jeune fille, l'homme cria et demanda pourquoi l'offrande au maître de la montagne était encore vivante et déclara qu'elle s'était définitivement échappée. Et puis il a dit qu'elle avait certainement volé ce ginseng, ce à quoi la fille a répondu que son mari lui avait donné ce ginseng pour qu'elle puisse le vendre. Mais l'homme ne la crut pas et, sans cesser de crier, dit que la jeune fille n'était pas encore assez âgée pour se marier, ce qui signifiait qu'elle mentait certainement et déclara qu'elle était une voleuse et une fugueuse et ordonna aux serviteurs de lui prendre le ginseng et de la chasser. Les serviteurs obéirent à leur maître et l'un d'eux tendit la main à la jeune fille, lui disant de lui donner son ginseng. Alors que l'homme, tenant la main de la fille, essayait de prendre la racine, Chelsea criait qu'il ne pouvait pas la lui prendre parce que son mari la lui avait donnée. Le serviteur remarqua que malgré tous ses efforts, la fille ne bougeait pas et se demanda comment cette petite fille pouvait être si forte. Perdant son sang-froid, l'homme poussa violemment la fille et elle tomba au sol. Remarquant cela, le noble dit qu'il voulait laisser partir la jeune fille si elle lui donnait le ginseng de manière amicale, mais maintenant cela ne fonctionnerait pas et il ordonna qu'on apporte de la paille. Serrant toujours la racine dans ses bras, Chelsea, fondant en larmes, tenta de se justifier, tandis qu'un serviteur s'approchait d'elle avec un bâton à la main. L'homme leva le bâton au-dessus de sa tête d'un mouvement brusque de la main dans l'intention de frapper la fille et dit qu'il verrait maintenant comment fonctionnaient ses récepteurs de douleur. C'était déjà le soir et Chelsea marchait pieds nus sur le sol, pleurant et disant combien cela lui faisait mal et ce qu'elle devait faire puisque son ginseng lui avait été retiré. Mais lorsqu'elle retourna à l'endroit où elle s'était séparée du tigre, elle ne trouva personne. La fille s'est figée et a appelé son mari. Et puis elle a commencé à courir dans les environs, appelant son mari et disant que Chelsea était déjà revenue. Soudain, elle s'arrêta devant la forêt d'où l'on entendait des voix disant que ça sentait bon les filles.
Des monstres noirs sortaient de derrière les arbres, disant combien il était triste que la fille soit seule et combien elle était pauvre. Ils se sont rapprochés de plus en plus d'elle et lui ont demandé comment elle était probablement triste et souffrait, puis lui ont dit de venir à eux, car ils seraient avec elle et ne l'abandonneraient jamais. Chelsea céda à la persuasion et s'approcha lentement des monstres. Soudain, l'un d'eux ouvrit la bouche et cria qu'il allait arracher la chair de la fille. Mais soudain, quelque chose s'est abattu sur ce monstre. Il s'est avéré que c'était un tigre qui disait « Comment une âme vide comme celle-ci peut-elle oser convoiter ce qui lui appartient ?» Debout derrière Chelsea, la bête leva la tête et ouvrit sa gueule dans laquelle une sorte d'énergie bleue se rassemblait. La fille se tourna pour regarder le tigre, et puis il a demandé qui avait osé lui faire ça. Mais la fille ne répondit pas, elle attrapa simplement la fourrure de l'animal, et un peu plus tard, elle fondit à nouveau en larmes en criant fort. Pendant ce temps, dans le village, un noble jeta un sac de pièces de monnaie sur le sol devant son serviteur et dit qu'il avait fait du bon travail et qu'il voulait demander quelque chose. Mais le serviteur, comme s'il devinait les pensées du maître, dit en prenant le sac dans ses mains que le maître ne devait pas s'inquiéter car il avait déjà mis les garçons en garde, ce qui signifiait que si quelque chose arrivait soudainement, il ne pourrait pas entrer. Après avoir de nouveau félicité le serviteur, l'homme le renvoya et regarda le ginseng, pensant à quel point il était beau et fin. En quittant les appartements du noble, l'homme pensa qu'avec cet argent, il pourrait se reposer pendant plusieurs mois, et puis il pensa pourquoi ne pas aller dans un restaurant pour voir les filles. Soudain, il vit que les portes commençaient à se fissurer et qu'une certaine lumière était visible à travers ces fissures. Soudain, la porte s'est finalement brisée et la lumière a rempli toute la cour. À ce moment précis, d'autres serviteurs se rassemblèrent dans la cour demandant qui osait entrer par effraction dans la maison de leur maître. Soudain, ils remarquèrent avec surprise qu'il s'agissait de leur récent invité. Le serviteur qui avait battu la jeune fille plus tôt lui a demandé comment elle avait osé revenir ici, puis a dit qu'il était clair qu'elle n'avait pas reçu assez de coups à ce moment-là et qu'elle voulait maintenant mourir. Soudain, un tigre est sorti de derrière elle et a dit qu'il verrait encore qui mourrait aujourd'hui. Le noble, entendant du bruit dans la cour, sortit de ses appartements et cria pour demander qui faisait du bruit la nuit sous sa maison. Mais soudain, un homme s'est précipité vers lui et a brisé les portes. Le tigre, s'enfonçant de plus en plus dans la cour, demanda, les traitant de bâtards, s'ils osaient toucher la fille. Il a demandé s'ils s'étaient rassemblés et avaient battu une petite fille et que c'était tout ce qu'ils pouvaient faire, alors que tous les hommes tremblaient de peur. Déclarant que ces gens étaient pires que des déchets, le tigre ouvrit sa gueule et commença à y collecter de l'énergie brillante. Ayant dit qu'il leur rendrait noblement tout ce qu'il avait fait à la jeune fille, la bête leva sa patte, libérant ses griffes. Mais alors Chelsea lui a crié d'attendre et lui a tendu sa petite main. Soudain, la fille se tenait devant l'un des hommes, le protégeant, provoquant l'arrêt de la patte du tigre à mi-chemin. Chelsea a déclaré qu'elle ne voulait pas que le tigre tue qui que ce soit et a proposé de prendre le ginseng et de rentrer chez elle. En entendant cela, la bête s'arrêta et se gratta la tête en détournant le regard. Ensuite, il appela un des serviteurs, ce qui lui fit très peur. Et puis la bête, au visage menaçant, lui ordonna d'apporter du ginseng. Mais alors, un noble est apparu avec du ginseng sur un plateau. S'inclinant rapidement devant le tigre, l'homme dit qu'il protégeait la racine et servait derrière elle pour que rien ne se passe en attendant l'arrivée du maître de la montagne. En réponse à cela, la bête rugit à l'homme de ne pas lui mentir. Continuant à s'incliner, le noble ferma les yeux et pria pour que le tigre ne le tue pas. Soudain, la bête dit que si cela ne tenait qu'à lui, il mangerait ce sale visage, mais il ne le ferait pas et il devait remercier la fille pour cela. Ces mots surprirent tellement l'homme qu'il écarquilla les yeux. Et puis le tigre dit que l'homme devrait lui donner toute sa richesse en retour et que s'il gardait ne serait-ce qu'un grain de riz pour lui-même, cela finirait mal pour lui. Tremblant de peur, le noble ordonna que toutes ses richesses soient livrées à la montagne le plus rapidement possible. En entendant cela, le tigre et Chelsea disparurent, laissant derrière eux une brume bleue. Après cela, l'homme devint gris de peur, pensant que le mari dont la fille avait parlé s'avérait être Spencer, le propriétaire de la montagne, et cela signifiait qu'elle était l'épouse du gardien de la montagne. En se réveillant le lendemain dans sa grotte, Spencer se demandait comment tout cela était arrivé. Il regarda les richesses qui avaient été apportées dans sa grotte et pleura mentalement son nid tranquille et douillet, sa vie tranquille et routinière.
Chelsea, quant à elle, a déclaré avoir trouvé des framboises sauvages. Et puis elle a essayé de mettre les baies dans la gueule du tigre alors qu'il était encore en état de choc. Après avoir mis les baies, la fille a demandé avec un sourire si c'était vrai que ces baies étaient savoureuses. Pensant qu'il l'avait ramenée, mais rien n'avait changé, la bête s'est finalement levée. En réponse, Chelsea a demandé où il allait. Se dirigeant vers la sortie de la grotte, Spencer répondit qu'il allait boire un verre d'eau, ce à quoi la fille répondit qu'elle en voulait un aussi et courut après lui. Le tigre et la fille marchent ensemble à travers la forêt jusqu'à un étang. Ici, Chelsea, tirant sur la fourrure du tigre, dit qu'elle est fatiguée et demande combien de temps encore ils doivent marcher. À quoi la bête répond qu'ils sont venus et devant leurs yeux s'ouvre un étang sur lequel volent des lucioles. Soudain, un poisson-chat s'envole hors de l'étang et il dit, en se tournant vers le propriétaire de la montagne, qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. En réponse, Spencer dit que c'est vrai et demande comment il va, ce à quoi le poisson-chat répond que dès que le tigre est arrivé, sa vie s'est améliorée et Chelsea, pendant ce temps, rit doucement, pensant à ce que dit ce poisson, pourquoi est-ce si drôle pour elle. Spencer dit au poisson-chat de lui donner ce qu'il a laissé avec lui, ce à quoi le poisson demande moqueusement s'il veut le donner à sa fiancée, ce à quoi le tigre répond avec agacement qu'il devrait arrêter de parler. Ici, le poisson-chat sort de sa bouche une petite boîte oblongue. Et puis, il le présente solennellement, la bête dit à la fille d'essayer d'ouvrir cette boîte. Chelsea parvient à ouvrir une boîte d'où jaillit immédiatement de la lumière. En sortant ce qu'il y avait dans la boîte, la fille s'exclame en parlant de la beauté de cette épingle à cheveux. Spencer explique que l'épingle a été sculptée dans un péché vieux de plus de 1000 ans et qu'elle a la capacité de repousser les mauvais esprits, c'est pourquoi la fille doit la garder avec elle à tout moment. Chelsea, légèrement décontenancée, lui demande s'il veut vraiment lui donner la broche, ce à quoi le tigre demande sarcastiquement s'il doit la porter lui-même. Soudain, des larmes apparaissent dans les yeux de la fille. Paniquée, la bête demande ce qui lui est encore arrivé. Chelsea dit que c'est le premier cadeau qu'elle reçoit à l'improviste. Pensant que c'est son premier cadeau, la fille le presse contre sa poitrine et jure mentalement d'en prendre soin. Le lendemain matin, la fille dort à nouveau sur la fourrure du tigre, tenant toujours sa nouvelle pince à cheveux. Spencer se retourne et voit la fille marmonner dans son sommeil. Et puis, il se lève soudainement, se demandant quand Chelsea a réussi à s'allonger à côté de lui et la fille halète et tombe au sol. Encore à moitié réveillée, Chelsea demande à son mari s'il est déjà réveillé tout en bavant. Le tigre dit à la fille de se préparer car ils partent pour un long voyage. En réponse, la fille demande où ils vont, à quoi la bête répond que même s'il le lui dit, elle ne le sait toujours pas, puis lui dit de prendre autant d'objets de valeur qu'elle peut. Chelsea se dirige vers les coffres contenant du sol et des bijoux et commence à les ramasser, les mettant dans un sac. Soudain, une voix féminine demande au tigre s'il doit faire cela, ce à quoi il répond mentalement qu'il ne s'impliquera pas dans son destin. En réponse, la voix demande s'il ne pense pas que devenir une épouse était son destin ou s'il a simplement encore peur de nouer des liens avec d'autres personnes. La bête répond que tout n'est pas du tout comme ça et qu'une personne doit avoir un destin humain et c'est très différent de lui, un animal, et d'ailleurs, il lui suffit que cette voix le dérange. La voix note que le tigre détestait le mot « destin », mais maintenant il a commencé à utiliser ce mot souvent en réponse à Spencer. Il dit qu'elle est restée aussi grincheuse qu'elle l'était, malgré les années qui ont passé. En réponse, la voix dit d'un ton moqueur qu'ils disent que plus on vieillit, plus on devient sage, mais apparemment tout cela n'a aucun sens, car avec l'âge, on peut aussi devenir plus bête, ce à quoi le tigre, commençant à se mettre en colère, lui demande à nouveau ce qu'elle vient de dire. En réponse, la voix dit innocemment qu'elle n'a pas parlé spécifiquement de lui et demande pourquoi il était si en colère. Puis Chelsea prend la parole et dit qu'elle a fini de se préparer et se tient devant la bête avec un sac dans les mains. Quelque temps plus tard, une femme et un tigre noir apparaissent dans la grotte. En entrant dans la grotte, le tigre remarque qu'il n'y a personne et demande à la femme si ce n'est pas là qu'ils doivent aller. La femme répond que c'est effectivement le cas, c'est là qu'ils doivent aller, ce à quoi le tigre demande pourquoi alors Spencer n'est pas là. La femme répond que c'est peut-être parce qu'il a peur de lui, ce à quoi la bête noire lui demande si elle le pense vraiment. La femme dit que si ce n'est pas du tout, alors pourquoi Spencer n'est-il pas dans sa propre maison ? En entendant cela, le tigre éclate d'un rire malicieux et dit que c'est ainsi qu'il s'est enfui parce qu'il avait peur de lui. En réponse, la femme soupire et lui demande s'il veut revenir.
Allongé sur un rocher, la bête répond qu'il ne veut pas et dit qu'il devrait rester ici, car tôt ou tard, Spencer reviendra. Et puis il éclate à nouveau d'un rire caustique, disant qu'il veut regarder ce visage quand Spencer le verra. En réponse, la femme soupire à nouveau et dit au tigre de ne pas rire comme ça. Pendant ce temps, un vieil homme et un petit garçon avec un sac sur le dos marchent le long de la route. Soudain, alors qu'ils montaient la pente, ils remarquèrent un tigre devant eux. Le garçon s'exclame de peur et le vieil homme, debout devant lui et le couvrant de sa main, lui dit de s'éloigner d'ici. Spencer et l'homme se regardent dans les yeux. Mais alors le vieil homme remarque qu'il y a une petite fille assise sur la tête du tigre. Le garçon et l'homme regardent cette fille avec surprise. Remarquant ces gens, Chelsea les salue avec un sourire sur son visage et agite sa petite main. Rougissant, le garçon la salue également et agite la main avec hésitation en guise de réponse. Alors que le tigre s'éloigne, le garçon dit à son professeur qu'il y a une fille assise sur le cou du tigre, ce à quoi le vieil homme répond qu'ils les surveilleront. La nuit est tombée, un cerf court dans la forêt et mâche de l'herbe. Soudain, un tigre attaque ce cerf. Il parvient à attraper ce cerf par le côté avec ses dents, tandis que l'autre cerf, voyant cela, s'enfuit de peur. Tenant le cerf dans sa gueule, Spencer réfléchit à la raison pour laquelle il doit toujours partager sa proie, mais se calme ensuite en pensant qu'ils atteindront bientôt le village. Après avoir pris le cerf, la bête dit que c'est le dîner, en réponse à quoi Chelsea court vers le tigre et est surprise de la rapidité avec laquelle la bête a attrapé ce cerf. Et puis elle dit que tu penses que parmi les tigres, Spencer a les meilleures compétences de chasse. Le tigre, légèrement abasourdi, répond que c'était très facile. Et puis, en se grattant le nez, il dit qu'il peut obtenir n'importe quoi si la fille le dit. Puis il arrache la patte du cerf et la donne à la fille, lui disant de la manger. En réponse, Chelsea dit qu'elle ne mange pas de viande crue. Spencer est surprise par cela et demande si elle ne sait même pas comment faire un feu, ce à quoi la fille répond qu'elle ne sait pas. Soudain, le vieil homme qu'ils avaient rencontré plus tôt remarque que le tigre et la fille ont des problèmes et dit qu'ils peuvent partager leur feu avec eux. Chelsea remercie le vieil homme et dit qu'ils peuvent partager de la viande avec eux en échange, ce à quoi l'homme répond qu'il lui en serait reconnaissant. Spencer est là, sur le côté, en train de mâcher le corps d'un cerf. Tigre pense que la fille n'avait qu'à apporter du feu ici et se demande ce qu'elle a fait pendant si longtemps. En regardant les gens, la bête remarque que Chelsea parle à un garçon et remarque à quel point son sourire est large. La cuisse de cerf est rôtie sur un petit feu. Chelsea regarde cela et de la bave coule sur son visage. Spencer se gratte la joue et demande à la fille, en détournant le regard, de quoi il parlait depuis si longtemps. Essuyant sa bave avec sa manche, Chelsea répond que le garçon a le même âge qu'elle, c'est pourquoi ils ont décidé d'être amis, et dit que le nom du garçon est Ben. Soudain, l'estomac de la fille commence à gronder bruyamment et le tigre remarque à haute voix que la fille semble avoir très faim. Chelsea, inquiète et les joues rouges, répond que si l'animal a faim aussi, elle peut partager avec lui. Spencer lui demande de quoi elle parle, car elle-même a très faim, car il entend la baleine hurler dans son ventre. En réponse, la fille, un peu offensée, répond que le tigre a une baleine dans son ventre. En se léchant la patte, le tigre dit qu'il semble que la faim ait frappé la fille durement à la tête, puis se demande pourquoi elle a si honte. En réponse, la fille saute et dit que tout va mal. Spencer répond qu'il n'est pas sourd et qu'il n'y a que lui et elle, puis demande s'il peut vraiment distinguer le son provenant de son estomac. La fille commence à froncer les sourcils et à gonfler de colère. Soudain, elle attrape la patte du cerf. Et criant que le tigre est un imbécile, Chelsea s'enfuit avec sa jambe dans les mains, tandis que l'animal se demande ce qui lui arrive. Alors que la fille s'enfonce plus profondément dans la forêt, une voix de femme soupire et demande si le tigre ne peut pas comprendre les sentiments de la fille. Et puis la voix demande si Spencer doit la suivre parce que c'est ce qui est dangereux là-bas, se demandant ce qu'il a fait de mal, le tigre dit que l'épingle à cheveux la protégera. La voix dit que peut-être l'épingle à cheveux la protégera des mauvais esprits, mais il y a des créatures plus terribles dans la forêt et peut-être qu'elle se perdra même. En réponse, en se léchant la patte, Spencer répond que c'est alors son destin.
Puis la voix demande si le destin lui a fait la même chose, ce à quoi le tigre ne répond pas. Et puis il demande pourquoi la femme se soucie autant d'elle. En réponse, la voix dit qu'un tigre ne peut pas être honnête avec lui-même, ce à quoi Spencer répond qu'elle ne devrait pas dire de choses stupides. Soudain, un vieil homme apparaît juste devant le tigre et dit que la bête n'est pas un animal sacré, mais juste une créature qui tue des gens. Se relevant du sol, Spencer demande à nouveau. Le vieil homme dit qu'il vient du mont Congur, puis demande au tigre s'il pensait ne pas connaître le fantôme qui est toujours à ses côtés. Il s'avère que le fantôme, qui était auparavant un homme mais a été tué par un tigre, ne le quitte pas, mais ensorcelle d'autres personnes et les conduit au tigre. Spencer se souvient quant à lui que les guerriers du mont Congur sont parfaitement conscients du thème des fantômes. Et puis il ordonne à son fantôme de sortir et une femme apparaît à côté de lui. Pointant son épée vers le tigre, le vieil homme crie qu'il parie sur l'honneur du guerrier Congur et promet de trancher la gorge de la bête. Spencer soupire et se tourne vers Anna, lui disant que tout est de sa faute et qu'elle doit le découvrir elle-même. L'homme demande à la bête où elle est allée alors que le fantôme se rapproche de plus en plus de lui. Et puis Anna dit qu'elle sera son adversaire et son pendentif commence à briller. Puis une épée commence à apparaître du pendentif. Levant la main, le fantôme sortit une épée de son pendentif. En voyant cela, le vieil homme réalisa qu'il s'agissait d'un collier dans lequel on pouvait mettre absolument n'importe quoi, quelle que soit la taille. L'homme était surpris de penser que ce fantôme pouvait le contrôler. Après un court silence, il a demandé s'il pouvait poser une question. En réponse, Anna a déclaré qu'ils disent que les gens qui apprennent les arts martiaux deviennent trop sûrs d'eux et qu'une fois que le vieil homme a sorti son épée, les conversations sont terminées. L'homme fronça les sourcils et dit que si elle le disait, alors qu'il en soit ainsi. Et puis, en utilisant la technique du Dragonheart, qui a créé plusieurs clones de l'homme, il s'est précipité pour attaquer, pensant que cette femme avait de toute façon perdu son essence humaine. Et maintenant, les lames atteignaient presque la tête du fantôme. Soudain, le fantôme bloqua le coup de la véritable épée derrière son dos. Le vieil homme fut surpris et s'exclama « Comment cela pouvait-il être possible ?» Anna a dit que puisqu'il avait été si impoli envers la fille, elle devrait lui rendre l'appareil avec un coup digne de ce nom. Puis elle brandit son épée et l'homme fut projeté en arrière. La main du vieil homme tenant l'épée commença à trembler. Mais le fantôme ne recula pas et son épée atteignit presque le visage de l'homme. Mais l'homme réussit à bloquer le coup et leurs épées se touchèrent, créant un éclair de lumière. Le vieil homme a lutté pour retenir l'attaque tandis que les épées créaient des étincelles. Utilisant à nouveau les arts du dragon, l'homme exposa son pendentif au cou et se déplaça sur le côté. Mais le fantôme, demandant où le vieil homme s'enfuyait d'elle et sans regarder, pointa immédiatement la pointe de son épée sur le côté. Et puis elle a frappé à nouveau, ce qui a repoussé l'adversaire. Ben a appelé son professeur avec peur. Pendant ce temps, son professeur se tenait debout, appuyé sur son épée, tout son corps tremblant. L'homme pensa avec surprise qu'il était possible qu'il perde face à un fantôme. Pendant ce temps, Anna s'approcha du vieil homme et il leva immédiatement la tête. La femme se préparait à frapper à nouveau et le vieil homme se demandait si elle était vraiment un fantôme. Pendant qu'Anna combattait l'homme, Chelsea était assise sur un rocher près d'un champ de blé sauvage et mangeait sa viande. Soudain, quelqu'un lui a demandé si c'était bon, ce qui a fait frissonner la fille. Et puis elle se retourna, les joues pleines, et regarda avec colère l'orateur. Spencer lui a dit d'aller au feu parce qu'il faisait froid et il a remarqué que la fille n'avait pas un appétit pire que le sien. Chelsea renifla d'une manière offensée, ne répondit pas et se détourna du tigre. Ne voulant pas tomber dans de telles manipulations, le tigre a dit que si c'était le cas, il partirait d'ici et a dit au revoir, puis a ajouté qu'il n'était pas très content, donc il l'oublierait rapidement. La fille ne s'attendait pas du tout à une telle réaction et se retourna avec surprise. Et puis elle a couru après le tigre. La bête pensait qu'il ne pouvait en être autrement car elle n'était qu'une enfant. Soudain, Spencer remarqua quelque chose et ses yeux s'écarquillèrent. Chelsea, ne s'attendant pas à ce que le tigre s'arrête, halta et se coupa à sa jambe. Portant sa main à son nez meurtri, elle demanda pourquoi le tigre s'était arrêté. S'avançant, il dit à la fille de se taire. Et puis il a ordonné à celui qui se cachait ici de sortir. Chelsea s'est cachée derrière le tigre par peur.
Soudain, quelqu'un a dit qu'il ne dirait pas de mots inutiles, puis il a ordonné de quitter la fille et de s'en aller, puis a dit que s'il faisait cela, il épargnerait le tigre. Spencer a noté qu'il semblait qu'ils entraient dans le territoire de l'âme noire. Il regarda la fille et pensa qu'il avait supposé que cela arriverait, mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite et il commença à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Et puis le tigre a soudainement demandé si l'orateur avait promis qu'il ne le toucherait pas s'il lui donnait la fille, et pensait qu'il devait d'abord survivre, tandis que la fille regardait le tigre avec surprise. L'âme noire remarqua moqueusement que la bête connaissait sa place, puis répondit qu'il tenait ses promesses, puis lui ordonna une fois de plus de quitter la fille et de disparaître. La fille a appelé Spencer avec hésitation. Le tigre regarda Chelsea et lui ordonna de le laisser partir. Pris de panique, la jeune fille lui a demandé pourquoi il faisait ça, était-ce parce qu'elle était en colère, puis il a dit qu'elle ne le ferait plus et lui a demandé de ne plus lui faire ça. Regardant Chelsea d'un air sévère, Spencer dit qu'il ne voulait pas mourir ici avec elle. Et puis il a dit qu'il s'était bien sûr attaché à elle, mais pas au point de mourir avec elle. Et puis, d'un mouvement brusque de la jambe, le tigre dit à la fille d'accepter son sort. Et puis la bête a commencé à partir. Soudain, une ombre sombre apparut derrière la fille, qui rit et dit que celui au sang blanc allait bientôt mourir. Pendant ce temps, Jeanne demanda au vieil homme, pointant l'épée sur son visage, s'il comprenait tout maintenant, puis dit qu'elle ne lui demanderait pas de la croire, mais qu'elle voulait qu'il sache qu'il ne voulait pas faire de mal à cette fille. Et puis elle retira l'épée du visage de l'homme tandis qu'il restait silencieux. En soupirant, le vieil homme répondit que pouvait-il faire d'autre, même s'il ne croyait pas, il devait croire. Avec un sourire sur son visage, le fantôme a dit que c'était bien qu'il ait tout compris, car il n'y a rien de plus stupide que de ne pas connaître sa place. Et puis elle demanda ce que l'homme faisait ici avec son élève, ce à quoi le vieil homme répondit qu'ils étaient ici pour une formation spirituelle. En entendant cela, la femme a dit qu'ici on pouvait trouver quelque chose qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Debout avec l'épée brisée dans ses mains, l'homme a dit qu'elle avait raison et c'est pourquoi ils sont venus ici, croyant aux rumeurs. En réponse, la femme a demandé quel genre de rumeurs. Le vieil homme a dit que depuis les temps anciens, de nombreuses personnes mouraient dans ces endroits. En entendant cela, Hannah a demandé à l'homme de continuer son histoire. Le vieil homme a dit que tous les cadavres étaient sans membres et qu'il coupait la peau de leur estomac comme s'il voulait y trouver quelque chose. Les pensées de la femme se sont focalisées sur l'expression « je voulais trouver ». Soudain, le fantôme et le vieil homme ressentirent quelque chose. Ils regardèrent autour d'eux et remarquèrent de la fumée verte s'élevant de derrière les arbres. Hannah a deviné que quelque chose semblait s'être produit. Agitant son épée, l'âme noire répéta le mot « semblant » comme si elle le savourait. Et puis il a dit que depuis plus de 200 ans, on dit qu'il n'en reste plus. Souriant, il a dit que dans ce monde, il n'y avait personne de plus chanceux que lui. Il lui tendit la main. La fille le regarda avec un regard vide et l'âme noire lui dit de l'accompagner. En jetant Chelsea sur son épaule, l'âme noire est allée quelque part. La jeune fille se souvient alors qu'en la voyant, tous les garçons ont commencé à lui crier des insultes et à lui jeter des pierres et lui ont dit de quitter leur village. Elle se souvenait qu'après les avoir regardés, ils s'enfuyaient, effrayés. Elle se souvient qu'un jour, elle avait tendu les mains avec un bol ébréché, demandant de la nourriture. Mais au lieu de l'aider, ils ont versé de la boue sur la fille. Et puis, ils lui ont demandé comment elle avait osé venir ici et ont dit qu'elle portait malheur à leur village. Elle se souvient qu'elle devait s'asseoir dehors en hiver sans vêtements chauds. Mais soudain, un jour, quelqu'un s'est approché d'elle. Il s'est avéré qu'un noble s'est approché d'elle. Ce noble l'emmena avec lui et lui donna des vêtements qui n'étaient pas déchirés. Il lui a également donné une couverture chaude, mais soudain, la femme qui se trouvait dans la pièce avec elle lui jeta un oreiller et lui cria de s'éloigner et de ne pas oser s'approcher d'elle. La jeune fille commença alors à travailler comme servante dans la maison de ce monsieur où elle était constamment criée dessus. Elle se souvient qu'un jour, alors qu'elle déchargeait une charrette, l'un des domestiques lui dit que si elle ne la terminait pas dans le temps imparti, elle ne verrait pas de nourriture ce jour-là. Alors la fille a pensé qu'elle devait travailler plus dur pour ne pas être expulsée et qu'elle devait être plus dure parce qu'elle ne leur ressemblait pas. Soudain, elle entendit des filles féliciter l'une d'elles pour le fait qu'elle avait été demandée en mariage et qu'elle aurait désormais une famille.
Chelsea a décidé de les regarder à travers la clôture pendant que la jeune fille se vantait que son futur mari lui avait offert une bague de fiançailles. Soudain, quelqu'un a interpellé la jeune fille et lui a demandé ce qu'elle faisait là, puis elle a été battue pour être restée inactive. Assise sur le toit la nuit, Chelsea pensait à l'amour, au mariage, à la famille et imaginait que la star était son mari, puis elle se dit qu'elle entendait de quoi ses filles parlaient. Elle dit, en regardant le ciel, qu'elle ne comprenait pas tout à fait tout, mais que c'était de très belles paroles. Et puis elle a demandé aux étoiles et à la lune si elle aussi pouvait se marier, si elle aurait le seul qui la protégerait et réprimanderait les autres pour l'avoir réprimandée et battue. Elle a demandé si elle aurait quelqu'un qui l'aimerait et ferait tout pour elle si elle n'avait que son mari. En pensant à cela, Chelsea rit en balançant ses jambes. Puis un jour, le gentleman lui a dit qu'elle devrait épouser Spencer. En entendant cela, la fille rougit. Alors qu'elle faisait des affaires et se souvenait de son futur mariage, elle rougissait à chaque fois. Chelsea pensait à ce à quoi ressemblerait son mari, elle ne voulait pas qu'il ait un look cool. Elle n'a pas demandé un ange comme mari. La fille sourit en pensant qu'elle aussi aurait une famille et qu'elle ne serait plus seule et que son mari serait un tigre. Chelsea a appris d'une des filles que son mari serait un tigre. Cette fille a dit qu'on ne sait pas quand il décidera de la manger, sa fiancée. En entendant cela, la fille fut effrayée. Lorsqu'on la préparait à être envoyée à la montagne, elle n'était plus heureuse, mais pensait seulement au fait qu'elle, une personne sans abri, avait été emmenée dans une maison habillée de vêtements propres, qu'on lui avait donné une chambre juste pour ce moment, et donc à la fin, elle ne pouvait pas devenir une personne, elle n'était qu'un fantôme sous forme humaine. Pendant ce temps, l'âme noire atteignit son refuge et frappa la pierre avec son épée. Prenant le couteau dans ses mains, il dit que le sang et le corps de la jeune fille lui appartiendraient et que ce serait le bonheur. En se rapprochant de Chelsea, l'âme noire dit qu'il ne l'abandonnerait pas comme le tigre l'a fait. Prenant sa tête et se préparant à y enfoncer un couteau, il dit qu'elle ne devait pas être triste mais qu'elle devait renaître à nouveau. Et ainsi, la pointe du couteau a commencé à s'approcher de Chelsea, mais elle ne pensait qu'au fait qu'elle ne détestait pas Spencer, car le rencontrer et être amie avec lui, ses câlins chaleureux, ce qu'il faisait pour elle, ce qu'il lui donnait, la rendait heureuse. Et ainsi, la jeune fille se prépara à mourir avec un sourire sur son visage. Mais il n'y eut pas de coup de couteau et l'âme noire estropiée tomba au sol. Il s'avère que Spencer est sorti de nulle part et s'est arraché le bras. L'âme noire hurla furieusement, maudissant le tigre. Et le tigre, à son tour, appela Anna, tenant toujours sa main entre ses dents. Et soudain, une fumée noire apparut derrière la fille. Et Hannah est sortie et a demandé à Chelsea si elle allait bien. Se retournant, la jeune fille demanda qui était cette femme et ce qui se passait ici. La femme a répondu que son nom était Hannah et qu'elle était un fantôme qui n'avait jamais quitté Spencer. En réponse, la fille a dit que son mari la détestait. En réponse à cela, le fantôme a dit que cette créature était très forte et qu'il s'agissait probablement d'un mouvement stratégique. Et puis elle ajouta que le tigre chérissait beaucoup la fille, ce qui la fit frissonner un peu et dire qu'alors il avait dit que tout n'était pas du tout comme ça. Se cachant derrière la cape d'invisibilité, Anna a exhorté Chelsea à regarder la bête, à regarder comment elle essayait de la protéger. Et puis elle ajouta que l'ennemi était beaucoup plus fort que Spencer, tandis que le tigre combattait férocement l'âme noire. En regardant cette bataille, Spencer, la fille, a commencé à se souvenir de ses rêves pour savoir si elle aurait le seul et unique. Elle se demandait si elle aurait quelqu'un qui la protégerait et réprimanderait les autres qui la grondaient ou la frappaient. En se souvenant de ces questions qu'elle posait aux étoiles et à la lune, elle fondit en larmes. Chelsea a fondu en larmes et a dit qu'elle ne le savait même pas avant d'ajouter qu'elle serait plus obéissante à partir de maintenant. Anna ne répondit pas mais regarda simplement la fille avec un sourire. Et puis elle a enlevé sa robe et a commencé à la jeter sur la fille en disant que c'était dangereux ici et qu'il devait partir, ce à quoi Chelsea a essayé de s'opposer. Alors que Spencer se battait toujours férocement avec l'âme noire, le fantôme dit que le tigre ne pouvait pas se battre avec toute sa force car la fille pourrait être blessée. Ayant accepté cet argument de partir tout à fait raisonnablement, elle disparut sous son manteau, appelant son mari à la fin. Une seconde plus tard, Anna et Chelsea semblaient avoir disparu et le tigre pensait qu'il pouvait enfin se battre à pleine puissance. Et puis il a commencé à concentrer son énergie dans sa bouche. Et puis la bête a tiré cette énergie sur l'âme noire, la faisant s'envoler et lui faisant tomber son épée des mains. L'âme noire sentit le danger dans cette action.
Mais avant que l'âme ne puisse reprendre ses esprits, Spencer frappa sa tête contre le sol avec sa patte, brisant la pierre. Mais soudain, du sang tomba sur ce museau, d'où sortit une vapeur rouge, et le tigre s'éloigna soudainement de son adversaire. Alors l'âme noire se leva en riant et ses cheveux commencèrent à tomber en morceaux. Soudain, des dents de rat apparurent et il dit que le tigre n'était pas mauvais, mais qu'il restait néanmoins un animal pitoyable. Il s'est avéré que la véritable forme de l'âme noire était un rat et il a dit qu'il arracherait les membres du tigre et lui arracherait tous les membres. Voyant sa véritable forme, Spencer l'imagina comme un rat sans poils dont le sang s'était transformé en poison, puis appela le rat une créature assoiffée de sang. Soudain, les gouttes de sang qui s'étaient répandues sur le sol de la grotte ont commencé à prendre forme. En voyant cela, le tigre fut très surpris. Le rat dit que la bête n'avait pas pris en compte sa force et soudain, un groupe de petits rats commença à se former à partir de son sang qui se précipitèrent en avant avec un cri vil. Les rats de sang se précipitèrent en foule sur le tigre et leur chef cria que le tigre ne lui échapperait pas vivant. Spencer a ensuite frappé l'un des rats de sang, le faisant exploser immédiatement. Le sang de ce rat s'est déposé sur la patte du tigre et a immédiatement commencé à brûler, ce qui a causé de la douleur à l'animal. Voyant cela, le rat rit et s'exclama que tout cela était inutile. L'armée de rats de sang chargea à nouveau le tigre, tandis que leur chef criait qu'une créature pathétique comme Spencer ne pourrait jamais l'arrêter. Alors que les rats se précipitaient sur le tigre et éclataient, laissant derrière eux leur sang brûlant, le rat hurla que la bête n'échapperait pas au rat fait de son sang et que le tigre mourrait d'une mort misérable comme cela lui était destiné. Après un certain temps, le tigre était couvert de sang, c'est pourquoi il a commencé à devenir paralysé. Alors que les rats de sang continuaient de bondir sans pitié sur la jambe du tigre, Spencer pensait à la façon dont les choses auraient pu être différentes si elle avait été là maintenant. Soudain, la bête cria qu'elle souffrait. Le rat a remarqué que le tigre avait trébuché et était exposé à une attaque. Et puis, criant qu'il avait été attrapé, il a donné un coup de pied au visage de Spencer. Sous ce coup, le tigre s'envola et heurta le rocher derrière lui. Le rat a crié au tigre de mourir lentement et douloureusement, puis un groupe de rats ensanglantés s'est jeté sur la bête. Écrasé par ces rats, Spencer pensait seulement qu'il devait endurer cela encore un peu, et puis il repoussa tous ces rats, concentrant son énergie dans sa bouche. Mais malgré tout, toutes ces attaques ne passèrent pas sans laisser de traces, et la bête était déjà bien battue, et des vapeurs de ce sang venimeux s'en échappaient. Chris fut surpris de constater qu'il continuait à lutter courageusement contre ces attaques et essayait de courir comme un chien dans l'eau. Ensuite, il sortit ses énormes griffes et dit qu'il lui ferait l'honneur de l'achever lui-même. Qualifiant son adversaire de sale rat, Spencer a déclaré qu'il avait trop parlé et trop longtemps. Soudain, Anna attaqua le rat par derrière avec une épée, et d'un mouvement brusque de l'épée, elle fit une profonde coupure dans le cou de l'ennemi, faisant couler le sang comme une fontaine. La femme a dit au rat qu'il était trop imprudent. Pendant ce temps, l'âme noire secouait la tête avec panique, émettant des grognements et des gargouillis. Spencer a dit qu'il mettait trop de temps à mourir et lui a dit avec indignation de mourir déjà. Serrant la blessure sur son cou avec sa patte, le rat a commencé à appeler ses adversaires de petites créatures, puis a dit qu'il osait toucher son corps. Pensant qu'il n'y aurait pas de seconde chance, le tigre leva sa patte, se préparant à attaquer, et utilisa la technique du poing furieux, faisant briller sa patte d'un feu bleu. Et puis la bête se précipita sur l'ennemi, qui fut découragé par cela. Et ainsi, lorsque la patte du tigre était presque au niveau du visage de l'adversaire, il a utilisé la technique du poing furieux. Rat, une seconde avant que ce coup ne lui déchire la tête, cria qu'il détestait ce satané tigre. La partie inférieure du corps du rat, encore intacte, tomba au sol tandis que les bords de la plaie brillaient de lumière bleue. Le feu bleu brûlait lentement mais sûrement le corps de la faux. Et puis ce feu s'est enflammé et a englouti tout le corps restant de l'âme noire. Pendant ce temps, l'aube se levait déjà dehors. En quittant la grotte, Spencer poussa un soupir de soulagement et dit qu'il avait failli y mourir. Et quand il sortit de la grotte, il remarqua avec surprise qu'il faisait déjà jour. Anna, tenant l'épée du rat et ses yeux dans ses mains, décida d'attirer l'attention de son tigre sur les choses intéressantes qu'il pouvait obtenir, puis dit qu'elle leur serait très utile à l'avenir. Tiger a demandé où se trouvait Chelsea maintenant, ce à quoi le fantôme a répondu qu'elle l'avait emmené chez un vieil homme du village et leur avait dit d'aller au village.
Puis elle a dit que si la bête mourait soudainement, elle perdrait également son pouvoir, et si cela se produisait, toutes ces créatures attaqueraient la fille. Tiger fronça les sourcils en regardant le fantôme et ne dit rien tandis qu'elle souriait innocemment, puis Spencer admit que c'était vrai et se demanda quel genre de sentiment s'était réveillé en lui. Anna suggéra alors qu'ils aillent voir la fille, ce à quoi le tigre se contenta de rire pensivement. Spencer pensait que dès qu'il aurait quitté la montagne, cela se produirait immédiatement et cela se reproduirait et avec une telle force, il n'était pas sûr de pouvoir protéger la fille. Mais en tuant ce monstre, il a reçu un œil avec la capacité de se transformer et s'est demandé si c'était un accident. En regardant les yeux, il pensa que s'il se transformait en humain, il pourrait utiliser l'épée qu'il avait reçue et serait capable de combattre des adversaires plus forts. Il a également remarqué qu'il allait enfin pouvoir utiliser la technique qu'il n'avait pas réussi à maîtriser pendant si longtemps, fleur bleue flamme. Et il a dit à haute voix qu'avant d'aller à Chelsea, il avait des choses à régler. Et puis le tigre a décidé lui-même qu'il devait se transformer en humain. Pendant ce temps, le vieil homme marchait avec 2 enfants. Chelsea a demandé combien de temps il devait encore parcourir, puis a commencé à s'inquiéter que son mari ne puisse pas la rattraper. En se retournant, l'homme dit que le village était déjà derrière la montagne et qu'il attendrait le tigre là-bas. Soudain, Ben dit à Chelsea que le tigre ne pouvait pas être son mari. Alors la fille, criant et tirant les cheveux du garçon, lui demanda de quoi il parlait, puis dit que si elle disait que le tigre était son mari, alors il était son mari. Elle laissa alors partir le garçon et lui dit que s'il lui disait à nouveau de faire quelque chose, il aurait des ennuis, ce à quoi le garçon répondit en se tenant la tête et en s'accroupissant sur le sol qu'il comprenait tout. Soudain, un homme portant un chapeau s'est tourné vers le vieil homme et lui a demandé qui c'était. L'homme au chapeau demanda au vieil homme, tandis que sa voiture roulait à côté, s'il était Joshua de Congur, et le vieil homme demanda si c'était Harvard. Et puis, joignant les mains dans un geste de bienvenue, l'homme dit qu'il exprimait son respect à l'étudiant senior, ce à quoi ce dernier répondit qu'il n'y avait pas besoin de telles formalités. Harvard a déclaré que cela faisait 10 ans qu'il avait quitté Congur. Le vieil homme répondit avec un sourire sur son visage que les gens de là-bas resteront toujours de la famille. L'homme suggéra au vieil homme et aux enfants que s'il allait dans la même direction, ils devraient y aller ensemble, ce que Josué accepta avec joie. Pendant ce temps, quelque chose se passait sur le mont Wulong alors que le ciel était couvert de nuages. Un sanglier, en bavant, cria que leur chef devait prendre une décision car le nombre de personnes augmentait. Un autre sanglier a crié que comme il y a plus de gens, il y a plus d'animaux qui deviennent leur nourriture. Et puis ils crièrent tous ensemble en regardant le chef qui avait un arbre qui poussait sur son dos, que c'était l'affaire de leur famille. Et puis, ils ont demandé qui prendrait soin du mont Oudoun si leur chef était parti. Le chef des sangliers pensait qu'il voulait quitter cet endroit en paix, mais il n'y avait personne pour protéger ces sans défense, et il serait trop égoïste de les abandonner ainsi. Soudain, un corbeau s'est envolé vers le chef et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Puis quelqu'un dit aux sangliers de se disperser et une patte rouge marcha sur le sol des sangliers. Le tigre s'est rapproché de plus en plus du chef jusqu'à ce qu'il n'ouvre plus les yeux. Spencer a fait remarquer à haute voix que c'était leur première rencontre depuis 30 ans. Le chef des sangliers dit qu'il n'était pas venu pour se venger du passé et demanda ce qui était arrivé soudainement au gardien de la montagne. En pensant à la mesquinerie de ce sanglier, le tigre lui demanda pourquoi il commençait soudainement à se sentir nostalgique, puis dit qu'il était venu pour trouver la fleur de flamme. Les pensées du sanglier se sont arrêtées sur l'expression « fleur de flamme » et il s'est demandé pourquoi le gardien avait besoin de cette précieuse herbe médicinale. Le chef dit qu'il avait cette fleur et le tigre pensa qu'il doutait de l'avoir, mais il l'avait quand même. Alors le sanglier dit que le tigre devait lui faire une faveur et que s'il refusait, il ne prendrait pas une seule pierre de cette montagne. Spencer a de nouveau demandé une faveur. Le chef a dit que si le tigre était celui qui avait vaincu ce rat assoiffé de sang, alors ce ne serait pas difficile pour lui. La bête accepta à contre-cœur et lui demanda ce qu'il voulait demander. Plissant les yeux sournoisement, le sanglier dit que ce n'était pas difficile du tout, puis ajouta qu'il avait juste besoin de suivre son fils et de l'aider. Quelque temps plus tard, de nombreux sangliers commencèrent à descendre de la montagne. Le tigre marchait quelque part avec eux. Anna a remarqué qu'il y avait beaucoup de sangliers ici, puis a demandé s'ils avaient accidentellement trompé le tigre.
Spencer répondit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il ne pouvait pas combattre tous ces cochons seul et que l'essentiel était qu'il obtienne cette fleur. Et puis il a ajouté qu'il verrait ce qui se passerait et si quelque chose d'inattendu se produisait, il s'enfuirait. Le fils du chef des sangliers se tourna vers la foule et dit qu'ils étaient arrivés, puis ajouta qu'il y aurait bientôt un signal et leur ordonna d'attendre. Spencer se souvint que le nom de son fils était Walter, puis demanda à son fils s'il était temps pour lui de lui dire de quoi il s'agissait. Walter leur a dit de ne pas s'inquiéter car il serait avec eux, mais il a ensuite ajouté qu'ils devaient savoir qu'ils risquaient leur vie. Soudain, un corbeau s'envola d'en haut et le tigre et le sanglier levèrent rapidement les yeux. Le fils du chef remarqua que leur cible apparaissait à l'horizon et ils regardèrent tranquillement pour observer la voiture qui approchait. Le tigre remarqua qu'il s'agissait de charrettes humaines et des doutes s'insinuèrent dans son esprit. En y regardant de plus près, Spencer remarqua que ces chariots étaient gardés par des taoïstes, c'est-à-dire des guerriers dotés de pouvoirs spirituels. Remarquant cela, il demanda à Walter s'il voulait vraiment voler les choses que les taoïstes gardaient, puis dit que les sangliers n'étaient pas seulement réputés être des imbéciles. Walter a répondu que c'était pour cela qu'il disait qu'ils risquaient leur vie. Et puis il a dit que leur cible était la sphère d'augmentation que les taoïstes transportaient dans leurs charrettes. Spencer a été très surpris d'apprendre qu'ils voulaient voler la boule d'agrandissement, car c'est une potion qui peut augmenter le territoire, quelque chose dont beaucoup de gens rêvent. Le tigre stupéfait dit qu'ils étaient tous devenus fous. Soudain, il dit qu'ils partaient, ce à quoi le fils du chef répondit qu'ils avaient déjà conclu un accord, en réponse à quoi le tigre demanda quel genre d'homme sage parierait sa vie là-dessus. Walter a dit qu'il était trop tard pour se laver les mains et qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Pendant ce temps, le chef des sangliers se tenait au sommet de la montagne. Soudain, il a supposé que l'opération avait déjà commencé. Et puis, il a pensé à la façon dont cette affaire déterminerait s'il serait capable de faire face aux conséquences. Et puis, il a supposé que, peu importe qu'il prenne ce ballon ou non, il est peu probable que les gens restent les bras croisés, mais qu'il aille plutôt les attaquer en réponse. Je pensais que ces petites gens viendraient non seulement pour eux, mais aussi pour leur territoire, et que leur clan serait vaincu et disparaîtrait. Soudain, Walter cria que tout se serait passé comme ça si Spencer n'était pas venu. En réponse à cela, tous les autres sangliers commencèrent à louer le tigre. Criant qu'ils se battaient pour Spencer, de nombreux sangliers commencèrent à courir sur le flanc de la montagne pour rencontrer l'équipage. Les taoïstes remarquèrent l'approche d'un troupeau de sangliers et crièrent qu'ils étaient attaqués par les créatures et que tout le monde devait se préparer à l'attaque. Pendant ce temps, le tigre se tenait toujours sur l'estrade tandis qu'un des taoïstes criait à tout le monde de protéger les chariots. Soudain, ce même taoïste remarqua un tigre debout sur une colline et dit que c'était Spencer, le gardien de la montagne, et suggéra qu'il était le chef de ces sangliers. Et puis le même homme a crié qu'il fallait le tuer, et en réponse, le tigre a crié, ayant compris le plan du chef sanglier, qu'il était un vieil homme bâtard. Pendant ce temps, le chef, se réjouissant et se moquant de Spencer, dit que maintenant tous les ennemis seraient dirigés vers lui et qu'il devrait essayer d'esquiver leurs attaques, puis il rit bruyamment. Pendant ce temps, les taoïstes combattaient férocement les sangliers, coupant leur corps avec des épées. Le guerrier déjà essoufflé remarqua qu'il n'y avait pas de fin à ces sangliers, tandis qu'un tas de cadavres de sangliers gisait à côté de lui. Une montagne entière s'était déjà formée à partir des cadavres des sangliers tués par les taoïstes, mais les sangliers n'arrêtaient toujours pas leur avancée. Anna remarqua que le chef des sangliers les avait piégés, puis demanda à Spencer ce qu'il ferait, puis suggéra qu'il pouvait retourner immédiatement à la montagne. Le tigre répondit avec irritation que c'était exactement ce que recherchait leur adversaire et qu'il ne pouvait pas se permettre de leur donner ce qu'ils voulaient. Et puis, se préparant à entrer dans la bataille, il dit aux fantômes que leurs adversaires étaient désormais des taoïstes et qu'elles devaient donc être plus prudentes. Se couvrant de sa cape d'invisibilité, Anna répondit qu'elle comprenait. Pendant ce temps, un monsieur assis dans l'une des charrettes remarqua que les guerriers à l'extérieur ne parvenaient toujours pas à se calmer. Il s'est avéré que c'était Harvard qui a dit qu'il irait seul et a ensuite ordonné à Joshua de rester à l'intérieur avec ses étudiants. Pendant ce temps, Ben et Chelsea étaient assis à table en train de manger et un vieil homme était assis à côté d'eux. Dès qu'un des taoïstes remarqua que son maître était parti, il lui dit qu'il pouvait se reposer car ils pouvaient s'en occuper eux-mêmes, en réponse à quoi Harvard se contenta de siffler avec dédain.
Pendant que les taoïstes coupaient encore les sangliers en morceaux, l'homme demanda ce qui se passait. Et puis, il sortit une petite cloche de sa manche. Et puis, il a commencé à lever la main avec cette cloche et à la sonner. Et soudain, une énorme vague de force est venue du maître qui a commencé à repousser les sangliers. Alors que les sangliers revenaient, Spencer, reconnaissant le bruit, se souvint de quelque chose. Remarquant cette technique, le tigre réalisa que ce monsieur était le chef de ces taoïstes. Soudain, Harvard remarqua quelque chose en bas et leva les yeux. En disant qu'il y avait un gros animal à l'intérieur, l'homme s'est tourné vers Spencer, le faisant se recroqueviller de peur. Sortant un talisman de sa manche, le monsieur dit avec un sourire sinistre sur son visage que ce tigre ferait une bonne peau. Et puis, il a utilisé le talisman et des choses qui ressemblaient à des branches d'arbres en sont sorties. Heureusement, Spencer a réussi à esquiver cette attaque et la branche ne l'a pas touché. L'homme fronça les sourcils, surpris de penser que ce sale animal avait réussi à esquiver. En regardant la branche à côté de lui, le tigre pensa que si cette chose l'avait frappé, il serait déjà mort. La bête remarqua qu'il s'agissait, sans aucun doute ni exagération, d'une force spirituelle puissante et d'un coup dur pour qui ? En regardant le maître qui sortit encore plus de talismans de sa manche, le tigre conclut qu'il était un combattant très habile. L'homme fit un geste de la main, disant que la bête ne pourrait certainement pas éviter cela, et ses yeux devinrent orange. En utilisant la technique Thousand Strike Power, l'homme a utilisé les talismans qui se tenaient maintenant en demi-cercle au-dessus de lui, et des branches en sont apparues qui se sont maintenant dirigées vers le tigre à grande vitesse. Le tigre ne s'attendait pas du tout à une telle attaque. Parce qu'il ne s'attendait pas à cela, il n'a pas pu esquiver cette attaque, et plusieurs branches l'ont rattrapé mais n'ont pas pu le percer car le tigre s'est adroitement enfui d'elle. L'homme rit méchamment en disant que si le tigre restait là, ne serait-ce qu'une seconde, sa vie prendrait fin. Continuant à se moquer du tigre, le maître remarqua que quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré que Spencer a réussi à esquiver ces branches, qui à leur tour ont touché soit les sangliers, soit le sol. Harvard fronça encore plus les sourcils, qualifiant le tigre de chat sournois. Soudain, il cria qu'il se fichait de sa peau, qu'il allait maintenant le transformer en viande hachée, puis ses yeux devinrent jaunes vifs et la cloche brillait encore plus fort. Soudain, des branches ont commencé à émerger du sol autour du tigre, se courbant vers lui aux extrémités. Bientôt, ces branches commencèrent à se rapprocher encore plus et à s'emmêler, formant un cocon autour de la bête. Mais Spencer ne désespéra pas et utilisa sa technique Furious Claw, faisant briller sa patte d'un feu bleu. En utilisant cette technique, le tigre a pu brûler son cocon de bois avec son feu bleu. Soudain, au même moment, tous les taoïstes et tous les sangliers fixèrent cet éclair bleu vif. Pendant ce temps, un tigre commença à s'approcher d'eux, ses yeux brillants d'une lumière rouge furieuse et des bâtons sortant de son dos. Harvard se demandait avec stupéfaction comment cette bête avait pu survivre à son attaque la plus puissante. Et puis, il a pensé à la façon dont un animal pouvait avoir une force aussi incroyable. Spencer a pensé à quel point il ne voulait pas utiliser cette technique, puis a demandé à Anna si elle avait trouvé ce dont ils avaient besoin. Une seconde plus tard, le fantôme est apparu à côté du tigre disant qu'il avait tout trouvé. Et puis elle a demandé avec inquiétude quand il avait réussi à se blesser aussi gravement et si tout allait bien pour lui. Spencer a répondu qu'il était en train de mourir. Pendant ce temps, l'homme criait que la force du tigre s'épuisait, ce qui signifiait qu'il était désormais définitivement tout en bas, puis il rit méchamment. La femme a dit qu'ils avaient déjà obtenu ce qu'ils voulaient et a suggéré qu'ils partent d'ici, puis a recouvert le tigre avec sa cape d'invisibilité. Le monsieur remarqua avec surprise que c'était le pouvoir de l'invisibilité. Et puis, regardant où la femme et le tigre se tenaient juste une seconde plus tôt, il cria et demanda où ils étaient allés. L'un des taoïstes courut vers le maître et lui dit qu'ils avaient un problème, tandis qu'il regardait avec colère l'espace désormais vide. Le taoïste a dit que leur balle avait disparu, et maintenant Harvard a répondu par un regard et s'est tourné vers l'homme avec agacement et surprise. Il voulait demander de quoi il parlait, mais il ne pouvait pas finir de parler car il commençait à s'étouffer avec son propre sang.
Le disciple de l'homme lui demanda avec inquiétude s'il allait bien, ce à quoi il tendit la main pour tenter d'arrêter le taoïste et dit qu'il ne devait pas s'inquiéter, tandis que lui-même s'accroupissait plus près du sol et crachait du sang, puis ajouta qu'il était simplement faible. Crachant du sang, le monsieur pensait que s'il perdait le ballon, cette nuit-là, il serait expulsé de la communauté. Soudain, il se souvint d'Anna qui utilisait le pouvoir d'invisibilité sous ses yeux. Commençant à se relever du sol, Harvard a ordonné à tout le monde de commencer à chercher le voleur qui avait volé leur ballon, ce à quoi l'étudiant a répondu qu'il n'en restait que 3 et qu'il ne pourrait pas s'occuper de Spencer. En réponse, l'homme cria avec colère qu'ils avaient vu à quel point le tigre était devenu faible après son attaque, puisqu'il y avait à peine survécu, puis dit que pendant qu'il récupérait, un taoïste devrait rester avec lui et les 2 autres devraient poursuivre la bête. Et puis il leur ordonna de ne pas le quitter des yeux, et en même temps une petite poignée ouvrit la portière de la voiture. Chelsea regarda hors de la voiture avec inquiétude et demanda s'il parlait de son mari maintenant. Pendant ce temps, Spencer et Anna atteignirent le champ de fleurs et le tigre dit que les taoïstes devaient avoir des ennuis là-bas. Et puis il a dit qu'il voulait voir l'expression du visage de Harvard, et après y avoir réfléchi, il a dit que cela lui faisait même du bien, et il a commencé à rire. Le fantôme cria, disant que ce n'était pas le moment de rire et que le tigre devait penser à lui-même. La femme remarqua que l'état de l'animal empirait de plus en plus et se demanda ce qui s'était passé. Soudain, Spencer tomba au sol et la femme appela son nom avec inquiétude. Tombé au sol, le tigre se mit soudain à vomir du sang. Remarquant cela, Anna dit que cela ne suffirait pas et qu'elle devait retirer ses bâtons du corps du tigre, ce à quoi il, en gémissant un peu, lui dit de le faire. Soudain, le cri de Spencer secoua toute la forêt. En retirant un des bâtons du dos du tigre, la femme remarqua quelque chose de mal à ce sujet, tandis que le tigre murmurait avec colère qu'il aurait dû être averti avant de sortir ce bâton. Alors le fantôme dit que ces bâtons avaient pris racine dans le corps de la bête et sa main trembla légèrement de peur. En sueur et émettant de la vapeur, le tigre dit à la femme de continuer. Le fantôme essaya de protester, disant qu'il saignait déjà abondamment, ce à quoi Spencer répondit que s'il attendait plus longtemps, ses branches suceraient tout son sang et si elle les obtenait, ce serait mieux que cette mort lente et douloureuse. Cependant, ces arguments ne semblaient pas très convaincants pour Anna et elle se retrouva à nouveau à s'y opposer, ce à quoi le tigre répondit qu'elle savait qu'il pouvait le gérer. Et puis encore, mais avec plus d'insistance, il lui ordonna d'arracher ses branches. Après une légère hésitation, la femme saisit néanmoins l'un des bâtons et, disant que cela serait très douloureux, commença à les retirer du corps de l'animal. Pendant ce temps, les taoïstes suivaient Spencer et Anna. Soudain, l'un des taoïstes tomba au sol et dit qu'ils avaient trouvé ce tigre. L'autre remarqua que ce tigre était très gravement blessé. Et puis, ce même taoïste a dit à un autre de faire attention, même si ce tigre était gravement blessé. En réponse, le premier taoïste dit qu'il connaissait la force du maître de la montagne. Il était donc sûr qu'il était en train de mourir. Le premier taoïste se leva du sol et dit que le fantôme à côté du tigre avait un pouvoir inestimable et que s'il lui enlevait ce pouvoir et lui rendait la balle, il serait promu. Pendant ce temps, Anna avait retiré tous les bâtons du corps de Spencer, et puis elle pensa que même si elle avait récupéré tous les bâtons, le tigre avait perdu connaissance car il avait perdu beaucoup de sang, et puis elle décida qu'elle devait encore réveiller la bête. Soudain, une voix retentit derrière le fantôme, demandant qui c'était, ce à quoi la femme se retourna immédiatement. Les 2 taoïstes atteignirent finalement le tigre et l'un d'eux dit que même si le tigre respirait, il était sûr que c'était son dernier souffle. Et Anna, en criant, demanda comment il l'avait trouvé. Et puis elle sortit une épée de son collier. En attaquant le fantôme, le taoïste lui demanda avec défi si elle voulait vraiment protéger son maître. Criant que tout cela était très drôle, les taoïstes se sont jetés sur Anna, leurs épées pointées droit sur elle. Pendant ce temps, Harvard se trouvait dans un espace sombre et méditait tandis que des vapeurs bleues en sortaient. Exhalant de la fumée bleue, l'homme pensa qu'il avait restauré sa force au 3e niveau, et puis il a décidé que cela suffisait pour retourner au combat. Le taoïste qui avait reçu l'ordre de rester aux côtés du maître gardait maintenant la voiture et il se lamentait qu'ils étaient attaqués non pas par des gens mais par une sorte d'animaux, puis remarqua que ce n'était même pas drôle. Soudain, quelque chose est passé par la fenêtre de l'équipage et un éclair brillant en est sorti.
Il s'est avéré que c'était Harvard qui pensait que même s'il n'avait pas encore complètement récupéré ses forces, il y aurait des assistants à côté de lui. Puis, se dirigeant directement vers le tigre, il se souvint de la pierre sur le cou du fantôme et supposa qu'elle était très probablement inestimable. Et puis, avec un sourire gourmand sur son visage, il a suggéré qu'il y avait beaucoup d'autres objets de valeur dans cette pierre. Anticipant ce qui allait se passer ensuite, Harvard pensa que s'il pensait à un tigre fort et à un fantôme qui avait le pouvoir sur cette pierre, alors il serait l'homme le plus riche. Quelque temps plus tard, l'homme remarqua finalement le corps d'un tigre gisant dans un champ de fleurs. L'homme remarqua avec joie que sa proie se trouvait juste devant ses yeux. Pendant ce temps, dans la voiture où Joshua, Ben et Chelsea étaient assis, il y eut une sorte d'agitation et le garçon dit au professeur que la fille avait disparu. En réponse, l'homme demanda à nouveau et le garçon répondit qu'elle avait dit qu'elle allait faire pipi dans les buissons, mais après cela, il ne l'a pas vue. En sortant, le vieil homme jura doucement et s'exclama que c'était très dangereux dans les montagnes. Pendant ce temps, Chelsea marchait quelque part dans la forêt en haut de la montagne. Transpirant un peu à cause de la montée, elle pensa qu'elle était sûre que ces gens parlaient de son mari, et même si elle ne savait pas pourquoi il se battait, elle savait avec certitude que son mari était venu la chercher. Alors la fille décida qu'elle irait désormais vers lui. Il faisait déjà nuit, et Spencer était toujours allongé dans le champ de fleurs, et les fleurs étaient couvertes de son sang. Et Harvard s'est rapproché du corps du tigre. L'homme sourit et supposa que l'animal était mort en arrachant ses branches, puis pensa que c'était évident et déplora à quel point c'était ennuyeux. Regardant sur le côté, le taoïste dit que puisque le tigre était mort, cela signifiait que le fantôme s'était également évaporé, ce qui signifiait que sa petite chose était quelque part ici et qu'il fallait la retrouver. Après avoir examiné la zone autour du corps du tigre, l'homme a été surpris de constater que le collier qu'il cherchait était introuvable. Commençant à trembler de colère, Harvard a supposé qu'un de ses étudiants avait déjà pris le collier. L'homme jura bruyamment et, dans un accès de colère, utilisant le talisman, frappa le tigre au cou. Le coup a envoyé la tête de Spencer voler hors de son corps et rouler sur le sol. L'homme réfléchissait furieusement à la façon dont ce salaud avait osé lui voler son bien. Et puis, supposant que ce taoïste n'avait pas pu courir bien loin, Harvard se lança dans un éclair pour le chercher. Quelque temps plus tard, quelqu'un s'est approché de la tête du tigre. Il s'est avéré que c'est Chelsea qui a pris la tête de Spencer dans ses mains, et puis elle sourit faiblement et se tourna vers son mari. Ramenant la tête vers le corps, elle lui demanda s'il avait décidé de lui faire une nouvelle blague. La jeune fille a dit qu'elle ne se laisserait plus tromper. Après avoir attaché la tête au corps, Chelsea s'est assise à côté de lui et a dit au tigre d'arrêter de le taquiner et de se lever rapidement. Mais ensuite, la tête est tombée à nouveau du corps, et elle roula à travers le champ de fleurs. La fille regarda la tête avec surprise, et puis elle a repris, répétant qu'elle lui avait demandé d'arrêter de faire ses blagues. Chelsea a rattaché la tête au corps et a déclaré que Spencer avait fait du bon travail et qu'il devait se lever. Mais la bête ne se releva pas et sa tête retomba. Puis la fille fondit en larmes. Et puis elle éclata en sanglots bruyants près du corps sans vie du tigre. Pendant ce temps, Anna portait Spencer sur son épaule, disant à quel point il était lourd. Soudain, elle le laissa tomber par terre. Le coup a soudainement fait ouvrir les yeux du tigre. La bête se leva brusquement et se demanda quand elle avait réussi à s'évanouir. Et le fantôme était content de s'être enfin réveillé. Soudain, Spencer remarqua quelque chose d'étrange chez la femme. Il s'est avéré qu'Anna s'évaporait lentement. Quelques heures plus tôt, elle s'était battue avec 2 taoïstes. Les coups d'épée scintillaient dans l'air comme un éclair brillant. L'un des taoïstes fut étonné par la puissance de ce fantôme et répondit qu'à ce rythme, il perdrait. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Et puis, il a sorti 2 couteaux de sa manche, et disant que si le tigre meurt, le fantôme mourra aussi, l'homme jeta ces 2 couteaux dans le corps du tigre. Et maintenant, il en restait un deuxième et ces couteaux allaient plonger dans la tête de Spencer, le tuant. Mais soudain, Anna accourt et protège la bête avec son corps, et les couteaux finissent par lui planter dans le dos. La taoïste qui a lancé les couteaux note que se sacrifier pour sauver son maître est le seul moyen pour elle de survivre. Soudain, le fantôme dit qu'elle les embête depuis trop longtemps et crie pour que tout cela cesse. Se tournant vers Spencer, elle dit qu'il va avoir un peu mal maintenant.
Et puis une énorme quantité de fumée violette commence à sortir d'Anna. L'un des taoïstes regarde cela avec perplexité. L'autre, en colère, lui demande si elle a vraiment décidé d'utiliser des illusions, puis dit qu'elle n'est pas son égale et l'attaque avec une épée. Le premier taoïste tente d'arrêter son camarade. Soudain, les yeux du fantôme s'illuminent d'un flash lumineux.